Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous allons pouvoir commencer cette réunion. Si certaines personnes arrivent en cours de route, on les accueillera avec plaisir. Je vais passer le micro à quelques personnes qui ont à cœur de faire un temps introductif qui sera le plus court possible, mais néanmoins symboliquement important. Et puis ensuite, nous déroulerons cette soirée qui est dédiée à la clôture de cette première phase de concertation préalable qui ne s'achève que le 25 février. Mais le dernier événement est celui de ce soir. Monsieur Vial, vous êtes vice-président à la communauté de communes. Je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup et bonsoir à vous. Donc effectivement, je dois excuser Madame Sylvie Desarnaud, qui est présidente de l'intercommunalité entre Bièvre et Rhône et qui n'était pas disponible ce soir. Et dans l'ordre protocolaire, le premier vice-président, que vous connaissez bien, qui est Monsieur Duranton, Robert, qui a aussi un conseil municipal ce soir sur Roussillon, qui ne pouvait pas être présent parmi nous. Donc, c'est le deuxième vice-président qui a la responsabilité, puis qui se prête gentiment, en tout cas, à cette cérémonie et qui va vous dire quelques mots. Alors, je sais que j'en profite aussi pour vous dire que Monsieur Noder devrait nous rejoindre un peu plus tard. Je pense qu'il a aussi quelques responsabilités qui font que. Très rapidement, je serai très bref, mais pardonnez-moi, je ne suis pas quelqu'un de très grande éloquence, donc j'écris toujours un peu ce que je dois dire. Si j'ai bien compris, et vous me direz si je me trompe d'ailleurs, donc on arrive à la fin de cette procédure de concertation qui est encadrée réglementairement, et nous avions eu l'occasion d'en parler à la mairie de Salès d'ailleurs, par la Commission nationale du débat public. J'espère, je pense que ce travail vous a permis de donner des éléments d'information sur ce projet et d'ailleurs, vous nous le direz par la suite, que cette étape a suscité l'intérêt et permis à tout le monde, ou au plus grand nombre, de s'exprimer pour mieux appréhender les enjeux de ce beau projet et tout cela, bien sûr, et vous nous le direz, dans un esprit de construction et de nuances, ce qui manque parfois en ce moment dans plein de domaines. Je rappelle qu'au-delà de cette concertation, les élus d'Hébert, d'entre Bièvre et Rhône, regardent avec intérêt l'évolution de ce dossier, car il met aussi en valeur les atouts de notre territoire, du site chimique, de son savoir-faire et des compétences que l'on peut y trouver. Ce projet, porté par l'équipe d'Élise Énergie, est innovant. Il s'inscrit et répond aux enjeux de décarbonation, de la transition écologique dont nous avons besoin. Ce soir, c'est un dernier temps d'échange. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le dernier, mais Pour la concertation préalable, c'est le dernier. donc c'est un dernier temps d'échange avec le grand public qui doit permettre de dresser un premier bilan de cette concertation préalable et de passer au prochain temps d'échange et de concertation continue avec pour objectif d'aller vers une réalisation, enfin je l'espère moi personnellement, concrète de ce projet. Alors nous serons heureux de vous ancrer à ce moment-là sur notre territoire qui reste, je vous le rappelle, et nous en sommes fiers, un territoire d'avenir. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Vial. Je vous invite à reprendre place. On poursuit nos petits mots introductifs. Monsieur Patois, je vous laisse le micro. Bonsoir à tous. Karl Patois, l'administrateur du GIE. Bon, Gilles, je vais être plus court que toi. J'avais ouvert le premier forum, qui était le forum introductif à cette concertation préalable. J'ai vu la quantité de travail qui a été déployée par tout le monde pour que le grand public ait les informations et les opportunités de s'exprimer sur ce beau projet, qui a le soutien plein et entier de la plateforme des Roches-Roussillon. C'est un projet, les différents ateliers ont montré tout le bien fondé, les synergies que ce projet représente pour nous, et c'est
C'est pas un hasard si quand Élise Énergie est venue nous voir il y a quelques années de cela, mon prédécesseur avait dit, mais bien sûr, votre projet est complètement aligné avec notre trajectoire ici à Roussillon. Donc c'est, après bientôt 3 mois d'échange, la dernière réunion. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à l'espace Kémio au sein du GIE et je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Patois. Je vais récupérer le micro. Merci. Pour finir ce temps introductif, je vais inviter à venir en tribune. Alors, d'une part, on a parlé de la CNDP tout à l'heure, donc ils sont présents, Madame Dejour et Monsieur Frossard, qui sont garants de la CNDP et qui suivent cette concertation, qui ont aussi contribué à la préparer. Ils en diront quelques mots. Et Pascal Pénicaud, donc pour Élise Énergie, ils vont tous trois finir cette étape des introductions afin que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Pascal dans un premier temps, Pascal Pénicaud pour Élise Énergie, et ensuite nous écouterons les garants pour un rappel de leur rôle. Merci Yann. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les garants, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Déjà, je voulais dire à quel point j'étais également très heureux d'ouvrir ce forum de clôture ce soir pour notre projet EM Rhône, après 3 mois d'échanges sur le territoire. Et je voulais à ce titre remercier d'abord les participants, donc vous, de votre présence, de vos contributions tout au long des 16 rencontres que nous avons vécues ensemble. Et remercier également les équipes d'Élise, nos partenaires, mais également les élus et les agents qui ont permis que ces rencontres aient lieu dans de bonnes conditions. Et donc, merci, un grand merci à vous tous. Cette soirée a pour objectif donc de vous restituer les échanges et la façon dont ce que nous avons entendu au fil de ces 3 mois. Et donc ce contenu qui va être présenté tout à l'heure a été élaboré sous le contrôle donc, des garants de la CNDP et en plein alignement avec cette procédure donc, qui s'achève ce soir pour la partie préalable. Avant de rentrer du coup dans les grands enseignements de cette phase d'échange, pour ceux qui n'ont pas pu assister aux échanges précédents, je voulais quand même redire un mot sur le projet EMRhône, qui donc signifie électrométhanol Rhône, et qui vise la production de e-méthanol à destination de l'industrie du transport maritime. Donc pour l'industrie, ce e-méthanol serait consommé en substitution au méthanol fossile, qui est actuellement utilisé notamment ici au GIE, et qui est aujourd'hui intégralement importé de pays producteurs de gaz. Et dans le maritime, il serait utilisé comme carburant donc pour propulser les navires. Donc c'est un enjeu de décarbonation à la fois dans l'industrie et le transport maritime. Au total, donc sur ce site, on vise la production de 150 000 tonnes de e-méthanol par an, avec un horizon de projet qui doit nous permettre un démarrage de la production à horizon 2027-2028. Et on a aujourd'hui 80 emplois directs qui seraient donc à pourvoir sur le territoire. Pour revenir donc à ces 3 mois d'échange, qu'est-ce qu'on retient, nous, chez Élise, de ces rencontres et de ces débats? Globalement, nous, on retient 3 grands thèmes qui sont ressortis avec vous. Le premier thème, c'est les ressources qui sont nécessaires au projet. Le deuxième thème, ce sont les impacts de ce projet. Et puis enfin, un troisième thème sur l'intégration et les synergies de ce projet dans l'écosystème du territoire. Donc, je ne vais pas être très long, simplement introduire ces thèmes, et je pense que c'est l'objet de la suite des échanges, de revenir dans le détail avec vous sur les éléments qui ont été partagés. Le premier grand thème, donc, c'est la question des ressources naturelles qui sont nécessaires au projet. Derrière ce projet EMRhône, derrière cette molécule, l'électrométhanol, en fait, il y a l'émergence de nouveaux carburants. Des carburants qu'on appelle des carburants électriques, des électrocarburants, des e-carburants. Et donc, la ressource principale, la matière première de ces projets, c'est l'électricité. Mais il faut également de l'eau et du carbone pour parvenir à les produire. Et donc, ces ressources, on le sait tous, elles sont rares et vous nous l'avez rappelé à plusieurs reprises au cours des discussions. De ce point de vue-là, chez Élise, évidemment, nous portons une attention particulière. Nous porterons à l'avenir, évidemment, une attention particulière pour choisir les procédés les plus efficaces pour concevoir un projet qui soit le plus économe possible. Nous regarderons en détail, notamment avec les équipes du GIE,
toutes les sources d'optimisation qui permettront de consommer moins ou de consommer mieux. C'est un enjeu important qui ressort de ces échanges. Car par ailleurs, pendant ces 3 mois de débat, ont été aussi abordés le fait que ces nouveaux carburants ne sont pas forcément disponibles en quantité suffisante pour qu'on puisse décarboner euh, nos usages tout en vivant comme avant. Et je pense qu'il y a un point important qui est en dehors du cadre un peu de ce projet, mais qui, quelque part, dès qu'on parle de décarbonation, vient à l'esprit, c'est que il faudra aussi consommer moins. Ça, c'est un sujet qui est difficile à aborder et que je laisse aux experts et aux hommes politiques. Mais voilà, c'est un sujet qui est essentiel et sur lequel on n'a pas de réponse aujourd'hui. Le deuxième thème qui a été abordé, c'est celui des impacts du projet. On est sur un projet industriel. Et donc, ce qu'on retient et ce qu'on a entendu, c'est globalement le choix d'avoir implanté ce site, ce projet sur la plateforme chimique du GIE. C'est un choix qui rassure, de par la maîtrise des risques industriels et l'expertise du GIE en ce domaine. Néanmoins, et ça a été rappelé également dans le cadre des différents ateliers, il faudra porter une attention particulière pour qu'on puisse minimiser les autres impacts et les nuisances qui seront liées au projet. Et donc, c'est valable pour les nuisances visuelles, les nuisances sonores. On a parlé aussi de l'impact éventuel sur le trafic routier, sur le paysage, sur l'environnement et au sens large sur la biodiversité. Là-dessus aussi, c'est un sujet sur lequel je voulais être clair et sur lequel on aura un engagement au niveau d'Élise Énergie. Le troisième grand message qu'on a entendu, qui a été répété là aussi à plusieurs reprises, c'est qu'ici, en Isère, ce territoire a bien fonctionné sur le plan industriel parce qu'il a su jouer collectif. Et je pense que c'est un point important. Les élus, les industriels, la population tirent dans le même sens. Et donc, il y a une attente, on l'a bien senti également au cours des échanges, pour savoir comment est-ce que ce projet, au-delà de ses caractéristiques propres, ce qu'il peut avoir sur le plan économique, comment ce projet peut s'inscrire dans cette dynamique territoriale et comment est-ce qu'on peut, quelque part, jouer le jeu du collectif. Donc là-dessus aussi, je voulais insister sur le fait qu'on fera le nécessaire pour s'intégrer au mieux et qu'il y a d'ores et déjà des synergies potentielles qui ont été identifiées. Et là aussi, ça pourrait être des éléments qu'on va commencer à élaborer dès ce soir. Je vais terminer simplement pour dire que, au-delà de ces 3 grands thèmes, il y a eu aussi beaucoup d'autres questions, plus à la marge. Donc ce soir, par un souci d'exhaustivité, on va également rappeler et évoquer avec vous tous les points et les thèmes qui ont été abordés. Et puis, comme également ça va être dit, dans les prochaines semaines, il y a un bilan qui va être rédigé par les garants de la CNDP. Et donc, Élise Énergie apportera en réponse une feuille de route et des engagements précis pour la poursuite du projet, jusqu'à une étape qui s'appelle l'enquête publique, l'enquête de l'instruction, qui aura lieu courant 2025. Merci à tous et excellente soirée. Merci beaucoup, Pascal. Et donc, pour terminer, mais redonner aussi un élément de cadre important, Valérie Dejour, Jonas Frossard, qui sont les 2 garants de la CNDP, vont pouvoir nous apporter quelques éléments de rappel et peut-être de mise en perspective aussi sur les prochaines étapes, même si Pascal les a un tout petit peu déflorés. Vous allez pouvoir les compléter, les préciser. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, Jonas Frossard et moi-même, Valérie Dejour, nous vous le rappelons avec Marion Téné aussi, mais qui n'est pas là physiquement, mais qui était sur l'autre concertation concernant la même entreprise sur le bassin de Lac. Nous avons été les 3 garants nommés par la Commission nationale du débat public. Rappelons simplement que c'est une concertation effectivement réglementaire, une concertation préalable, et que cette concertation, du coup, nous avons une lettre de mission de la Commission nationale du débat public pour travailler en amont pour la mise en place de cette concertation, tout le long de la concertation, et effectivement, au moment de la clôture de cette concertation, qui n'est pas tout à fait ce soir, mais dans quelques jours, nous avons un mois pour faire notre bilan, dire à la fois les argumentations qui ont été débattues, comment cette concertation s'est passée, s'est déroulée, et puis donner des préconisations, voire des recommandations à l'intention du maître d'ouvrage, et que le maître d'ouvrage, donc Élise Énergie, aura 2 mois
maximum pour y répondre. Il peut répondre en 15 jours s'il le souhaite, mais il a ces 2 mois s'il le souhaite. Nous souhaitions, alors je ne sais pas si on reste bien sûr disponible si des personnes ont des questions sur qu'est-ce que c'est que la Commission nationale du débat public, entité administrative indépendante. Il n'y a pas de souci, on reviendra comme on l'a souvent présenté, on va aller assez vite, mais cette autorité indépendante est cadrée évidemment par la loi. Ces décisions, l'objectif, on va dire la finalité de la CNDP est d'aller vers plus de démocratie citoyenne, de permettre à chacune et chacun avoir son droit à la parole, à l'expression, pour participer au processus de décision qui les concerne, autrement dit que ce soit dans des grands projets comme ça, au niveau de certaines grandes politiques, etc. Donc c'est vraiment dans une intention d'aller vers plus d'implication de tout un chacun dans les décisions qui le concernent dans son environnement proche ou moins proche. Donc il y a 6 grands principes, je ne reviendrai pas sur certains, mais en tous les cas sur la question de la neutralité, Jonas et moi-même, nous sommes complètement indépendants, neutres par rapport au maître d'ouvrage, nous sommes indemnisés dans un cadre très réglementaire qui dépend évidemment de la CNDP seule. Donc, que le projet se fasse ou se fasse pas, j'allais dire, on n'a pas d'intérêt direct, bien évidemment. Un des aspects aussi qui compte énormément, c'est la sincérité, donc la transparence des informations qui sont fournies en amont du lancement de la concertation et tout le long de la concertation. Donc c'est ce qui est le principe de la transparence. Et un des principes aussi qui est très important pour nous, c'est la question de l'inclusion. Comment nous allons vers les publics, et tous les publics, quels qu'ils soient. Et la question de l'argumentation, qui est que même s'il y a 50 arguments qui diraient telle chose, s'il y en a un autre qui dit une autre chose, c'est ce qui nous intéresse. Autrement dit, la pluralité des argumentations et non pas de compter les oui et les non sur un projet quel qu'il soit. Pour dire, bon ça on l'a dit, la question, nous on souhaitait avec Jonas peut-être revenir sur quelques points, on va en profiter. Déjà dire que les garants qui ont dans cette concertation un rôle de prescription ont eu toute leur place et pour la préparation de cette concertation et tout le long de cette concertation, et on l'aura jusqu'à la fin de cette concertation. Je souris parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs échanges, des échanges toujours très constructifs, telle n'est pas la question, mais nous avons pu échanger à chaque fois parce qu'il y a eu des adaptations chemin faisant de cette concertation pour aller vers plus de rencontres, comme par exemple la semaine dernière, pour aller vers des étudiants, on avait décidé collectivement d'aller plutôt sur Grenoble. Finalement, on est allé sur Lyon et ça s'est fait évidemment de concert. Il y a eu aussi une demande qui avait été dès le départ des garants d'aller vers des boîtages, des flyers. Le maître d'ouvrage nous a entendus et on a pu boîter. C'est pas pour ça qu'il y a eu une mobilisation très importante de tous les publics, mais Jonas, tu y reviendras après là-dessus. On voulait insister sur quelques points. Déjà, l'effort réel de pédagogie du maître d'ouvrage. C'est une implication. Cette pédagogie, elle s'est vue à plusieurs niveaux. Elle s'est vue déjà dans l'implication très forte de l'équipe EM Rhône, parce que selon les ateliers, il y a eu plusieurs voix. L'équipe a été mobilisée très largement, et ce qui a permis aussi d'avoir différentes manières de présenter ce projet et du coup aussi différentes façons d'expliquer les choses. Et c'est une chose qui est pas très fréquente et que nous souhaitions souligner comme un point vraiment très intéressant pour la pédagogie du projet. Il y a eu vraiment un effort indéniable du maître d'ouvrage pour éclairer qu'est-ce que c'était ce projet industriel, avec une montée en puissance tout au long de la concertation pour donner à comprendre au XXIe siècle qu'est-ce que ça veut dire faire de l'industrie.
Et sachant qu'en tant que garant, nous ne sommes jamais, enfin, on ne nous demande pas d'être des experts du sujet, bien évidemment. Nous voulions aussi souligner quelque chose qui est rare, c'est l'appui du GIE Osiris dans cette concertation, dans les conditions pour que cette concertation se passe dans de très bonnes conditions, et ce qui a permis aussi d'avoir un lieu, j'allais dire dédié, un lieu un peu du projet dans lequel les ateliers physiques se sont passés, sachant qu'il y a eu bien sûr des concertations mobiles qui se sont passées un petit peu partout. Et puis, la sincérité du maître d'ouvrage avec la transparence, avec des interactions ouvertes. Et quand il n'a pas su répondre, il a pris le temps de chercher les réponses. Et ça, c'est une chose qui est vraiment très importante dans une concertation. Jonas, je sais que tu voulais rajouter 2-3 points. Merci. Merci Valérie. Donc oui, très rapidement, je partage ce qui vient d'être dit. Et effectivement, comme l'a dit M. Pénicaud, notre rôle, c'était de contrôler, de garantir, de vérifier que cette concertation se passe bien. Et on a pu contrôler, vérifier, garantir que le porteur de projet a joué le jeu largement. C'est beaucoup impliqué, toutes les équipes, à la fois dans une posture de sincérité, d'écoute, d'intérêt pour cette démarche. Donc là-dessus, voilà, sans déflorer notre futur bilan, voilà, on est très très satisfait de la manière dont ça s'est passé de ce point de vue-là. Un point qui s'est un petit peu moins passé, et je pense qu'on en est tous à le regretter, c'est la faible, on peut même dire très faible participation pour un projet de cette envergure, hein, qu'on a pu constater. Alors, ça ne veut pas dire du coup qu'il n'y a pas eu pour autant des échanges, des arguments très intéressants, très approfondis sur certains ateliers. Hein. On a un bilan qualitatif qui est très, très intéressant. Néanmoins, quantitativement, les chiffres sont là. Hein. Il y a eu très, très peu de participation tout au long de cette démarche. Et je pense que, alors, il faut souligner que cette faible participation, elle n'est pas due à un manque d'effort en termes de communication et de mobilisation, parce que comme l'a dit Valérie, hein, voilà, il y a eu un effort très important fait dans ce sens, que ce soit effectivement par le porteur de projet Eneorama, son assistant maîtrise d'ouvrage, mais également par les collectivités qui ont fait le relais. Enfin, voilà, donc il y a eu une diffusion de l'information. Là-dessus, on n'a aucun doute. Donc ça veut dire pour nous hein, que c'est déjà un enseignement, en fait, cette faible participation. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc les gens n'y s'y sont pas intéressés. Et on en tire deux enseignements qui ne sont pas exactement les mêmes. On reviendra après, hein, le long de la présentation, hein, sur les arguments précisément qui ont été échangés. Mais vraiment, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, il y a un premier enseignement, à notre sens, hein, c'est qu'il y a une partie de la population qui est assez rassurée, on va dire, qui accepte le projet de manière assez nette, parce que quand on leur dit qu'il sera dans le cadre du GIE Osiris, un partenaire dans lequel ils ont confiance, voilà, il y a un certain nombre de gens qui se disent bon, pas la peine de trop m'y intéresser, je sais que ça va bien se passer. Voilà. Donc ça, il y a cet argument-là qui est ressorti. Hein. On a fait des stands hein, dans les marchés, dans le centre commercial, pour aller au-devant des publics hein, qui ne venaient pas en salle, hein, pour quand même avoir des retours, avoir ce que pensaient les gens de ce projet-là. Donc c'est une première chose, et elle est assez majoritaire, hein, des gens qui sont plutôt favorables au projet, et plutôt assez rassurés, puisqu'effectivement, dans un cadre qu'ils connaissent, et un partenaire qu'ils connaissent et auquel ils ont confiance. Il y a néanmoins une autre partie de l'explication, un peu plus minoritaire, mais qu'on a quand même rencontré, une partie de la population qui est résignée aussi. Voilà, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est la phrase hein, « une usine de plus ou de moins », finalement ça ne changera pas grand-chose, mais pas dans le sens positif, dans le sens plutôt résigné, hein, d'avoir effectivement beaucoup d'usines sur leur territoire, avec des soucis hein, en termes de perception de leur environnement, qu'on peut comprendre aussi. Voilà, donc c'est ce double enseignement qu'on retire de ça. Je pense que c'était important de le souligner en introduction, et qu'on voulait partager avec vous sur cette petit temps d'introductif. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse donc rester en tribune si vous le souhaitez ou reprendre place dans la salle.
Je vous laisse faire. On va donc passer très rapidement, je ne vais pas m'étendre trop longuement, mais néanmoins, il est important de respecter les différents points que nous avons souhaité partager avec vous ce soir. Donc, les objectifs de cette rencontre, hein, qui, dans le processus, pour le rappeler, vient effectivement être la dernière rencontre pour une concertation préalable qui s'achève le 25 février prochain. C'est de tracer ensemble quelques éléments d'enseignement, alors avec une exhaustivité à laquelle je ne m'engagerai pas à ce point, mais néanmoins, on a essayé d'être le plus précis possible sur les arguments qui ont été évoqués, et puis prendre le temps, surtout à la fin de ces différents monologues successifs que l'on vous impose, qu'on prenne aussi le temps d'échanger avec vous, alors à la fois sur d'éventuelles réactions que vous pourriez avoir à ce qui est présenté, mais aussi qu'on se projette sur la suite, alors fort des enseignements aussi que les garants ont partagés, de ceux que vous avez pour certains vécus en participant à d'autres rencontres, sur l'étape d'après que sera la concertation continue, on vous en dira quelques mots et on vous sollicitera pour partager ce que peut être vos idées. Rappel de synthèse du projet Emeraude. Je me prête à un exercice pour vous éviter 3 minutes de rappel. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui n'ont pas encore eu la présentation vidéo de ce projet? Les caméras en témoignent, personne n'a levé la main, donc je vous exonère de la vidéo de présentation. On va rentrer très rapidement sur la synthèse du projet. Donc, je coupe l'herbe sous le pied de la vidéo. Pour rappel, parce qu'il y a effectivement, alors avec ce qui a pu être évoqué par les garants, une logique quantitative à tout ça, malgré tout, hein, puisqu'il faut le rappeler, des moyens assez importants ont été mis en place, un nombre de rencontres, des modalités de concertation qui avaient donc pour objectif d'être le plus concernant possible, le plus mobilisateur possible, en traitant d'un certain nombre d'enjeux qui avaient été préidentifiés autour du projet. Donc ici, vous avez effectivement les 18 rencontres qui ont été conduites au cours de ces 3 mois, qui ont rencontré, comme cela vous l'a été dit, qui ont rencontré leur public de façon assez différente. Si on ne peut effectivement être trouvé dommageable de ne pas avoir pu mobiliser davantage en salle, on a par contre, à la rencontre du public, eu davantage d'échanges, de rencontres, que ce soit sur les stands mobiles, que ce soit lors des temps qui ont été pris avec les étudiants, avec les petits déjeuners qui ont rassemblé les acteurs économiques, les élus. Donc autant de modalités qui ont trouvé davantage d'écho. Et donc aujourd'hui, on a 405 personnes qui ont été évaluées comme ayant été rencontrées au cours de ce processus, auquel s'ajoute votre présence ce soir, bien évidemment. Un petit mot sur le site internet, parce qu'il est et il restera, on le dira tout à l'heure, un espace, un centre de ressources sur ce projet et sa concertation, qui a aussi été visité sur ces différents aspects, à la fois pour s'informer, pour déposer des contributions individuelles ou collectives, on le verra, et également pour avoir une connaissance du calendrier des différentes rencontres qui étaient proposées. Côté contribution, nous sommes plus ou moins dans la veine de la mobilisation physique, avec finalement des contributions qui se sont beaucoup faites dans les échanges que l'on a eus et un peu moins sur le site internet de façon matérialisée. C'est pour ça qu'on a quand même indiqué que des avis et des questions ont été échangés à l'occasion des stands et des autres rencontres, et le site internet n'est pas le seul lieu sur lequel nous avons capitalisé des contributions. Néanmoins, 2 cahiers d'acteurs ont été déposés. Et côté registre numérique, on a 5 contributions, donc 4 questions qui ont été posées. Pourquoi nous isolons 4 questions? C'est parce qu'elles font l'objet d'une réponse du maître d'ouvrage publiée sur le site internet pour apporter tout de suite une réponse au point de questionnement. Comme les garants l'ont dit tout à l'heure, le bilan se cache sans doute plus sur le qualitatif que sur le quantitatif. Du coup, je vais appeler Mélissa Chevalier-Restico qui va venir avec moi vous faire un retour sur les aspects qualitatifs. Je ne vais pas la laisser toute seule, je vais me déplacer aussi sur la gauche. Voilà. Et donc, un certain nombre de points ont été évoqués par Pascal Pénicaud en introduction comme étant des points d'enseignement. J'ai oublié ma zapette de l'autre côté, excusez-moi. Ont été évoqués en introduction comme étant des points clés. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Certains aspects, je vais simplement me faire l'écho, j'espère le plus fidèle possible, des arguments qui ont été évoqués. Et sur certains autres, on demandera à Mélissa pour Élysée Énergie d'apporter un éclairage complémentaire et un peu de mise en perspective de certains aspects qui ont été évoqués. Commençons par un point
Voilà, commençant par un point, c'est le projet et la décarbonation. Ça a été évoqué lorsque l'on a travaillé la concertation du projet Emeraude, une question chapeau, une question de société finalement, hein, qui a été interpellée au travers de ce projet. C'est le sujet de la décarbonation. Donc on entend dans les différents échanges 2 axes majeurs. Le premier, c'est plutôt des avis convergents sur le projet comme une solution pour la décarbonation des 2 secteurs qui sont ciblés. Je vais bien au bout de la phrase puisque c'est vraiment l'enchaînement de ces éléments qui viendrait justifier ce projet comme répondant à un besoin tout à fait spécifique. Et le deuxième axe, il nous renvoie à un thème beaucoup plus large, un thème plus sociétal, plus macro sur la politique qui est menée, sur le cadre réglementaire de la décarbonation, avec 2 remarques principales. La première qui est de dire que finalement, cette trajectoire telle qu'elle est décrite aujourd'hui, telle qu'elle est menée, elle n'intègre pas ou elle ne fait pas réfléchir sur des enjeux de décroissance, de ralentissement. Ce qui est mis en abîme tout à l'heure en introduction d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi le volet changement de comportement qui est tout aussi important à évoquer et les participants nous ont témoigné leur inquiétude sur le fait que chercher des solutions à la décarbonation pouvait aussi gommer un petit peu tout l'enjeu, sans doute prioritaire, de travailler sur le changement des comportements. Donc ce sont les axes avec lesquels ce thème de la décarbonation ont été évoqués. Autre thème important, parmi les thèmes des ressources que l'on va balayer bien évidemment, la thématique de l'eau, qui est un enjeu de ressources, Pascal Pénicaud l'a dit, qui est pris en compte de manière assez fine et sur lequel nous avons eu plusieurs retours, plusieurs argumentaires. Alors le premier qui lui aussi est assez général mais qui est rattaché aussi aux besoins que le projet manifeste, ce sont des inquiétudes globales sur la ressource en eau qui s'expriment sur plein d'aspects et dans plein de lieux aujourd'hui, à la fois sur le plan qualitatif, quantitatif, sur ce territoire aujourd'hui, mais aussi demain, dans un contexte de changement climatique. Et puis dans ce contexte aussi, on est sur une ressource qui générera des conflits d'usage sur laquelle des arbitrages seront à conduire. Et donc on voit toute la complexité de traiter ce sujet à la fois sur un projet et bien au-delà. Ensuite, il y a eu, au gré des discussions, un certain nombre de demandes d'informations complémentaires qui ont été exprimées. Alors, elles renvoient à 2 choses. Sur la forme, au fait qu'une concertation préalable intervient à un temps de maturité du projet qui nécessite encore des études. Et donc, pour faire une concertation préalable, il faut être préalable à la finalisation du projet. Donc, toutes les informations ne le sont pas. La concertation continue vient justement répondre à cet espace-temps supplémentaire et nécessaire pour compléter l'information. Et donc, on a eu effectivement sur cet aspect des questionnements techniques sur l'impact des rejets après traitement sur le milieu naturel, par exemple, qui a été largement évoqué. Il y a eu aussi des questionnements techniques sur des alternatives, des réflexions à proposer sur l'approvisionnement en eau. Qui pourraient être issus d'industriels voisins, donc essayer de travailler sur un principe de recyclage, sur les prélèvements eux-mêmes, qui ont été présentés comme étant prélevés dans la nappe. Aujourd'hui, on a des propositions qui ont été faites pour réfléchir des prélèvements dans le canal, par exemple. Et puis sur les installations infrastructures présentes, comme par exemple la station d'épuration et sa capacité à traiter l'ensemble des besoins qui s'expriment pour tous les industriels. Donc sur ce sujet de l'eau, sur lequel j'ai essayé d'être à la fois complète, mais sans doute pas assez, et on a souhaité faire intervenir Élise Énergie pour apporter quelques éclairages, notamment du point de vue des compétences, du cadre d'intervention des uns et des autres sur le sujet de l'eau. Merci Diane et bonsoir à tous. Donc effectivement, concernant l'eau spécifiquement, Élise Énergie est conscient des enjeux autour de cette ressource. D'ailleurs, Élise Énergie a pris le parti pris d'avoir une conférence débat autour de cette ressource et de cette ressource uniquement ici même à Kemio le 18 janvier. Durant cette conférence débat, les équipes ont pu réitérer leur souhait d'être complètement mobilisées pour trouver des solutions la plus économique, la plus économe et la plus responsable possible quant à l'utilisation de cette ressource. Cela est également valable pour l'ensemble des ressources du projet. Comme l'a mentionné Diane, un certain nombre de questionnements techniques sont apparus durant cette concertation préalable et spécifiquement durant cette conférence
autour de l'eau. Néanmoins, le calendrier lié à cette concertation préalable ne nous permet pas d'avoir l'ensemble des informations et d'avoir une réponse complète. C'est pourquoi nous allons poursuivre un certain nombre d'études pour pouvoir apporter les réponses associées. C'est le cas, par exemple, sur la question sur l'impact des rejets. C'est également le cas par rapport à l'approvisionnement en eau. Dans le cadre de cette concertation préalable, Élise Énergie a pris le parti pris de mettre au débat l'approvisionnement en eau durant l'ensemble des événements et spécifiquement durant cette conférence dédiée. L'approvisionnement en eau est une ressource spécifique. Effectivement, pour rappel, l'eau est une utilité qui sera fournie par le GIE Osiris, gestionnaire de la plateforme chimique des Roches-Roussillon. En conséquence, l'eau, donc sa source, son type de prélèvement et son système de traitement sera discuté en étroite collaboration avec le GIE Osiris et l'ensemble des industriels de la plateforme. Et donc ces questions seront traitées en collaboration avec le GIE, qui est moteur avec les élus et les industriels environnement sur l'optimisation de la gestion de cette ressource. Merci beaucoup, Mélissa, pour ces précisions sur la question de l'eau. Autre ressource importante qui est l'électricité. Ça a été dit, on est sur l'électrométhanol. Donc deux thèmes. Un thème plus général qui a questionné, à l'instar de l'eau d'ailleurs, c'est le sujet de cette définition bas carbone, dès lors que l'on considère que l'énergie qui va être utilisée vient du mix énergétique français, notamment la question du nucléaire. On est sur un sujet d'actualité en l'occurrence. Et donc de cette définition bas carbone. Deuxième sujet identique à l'eau, qui est la question des conflits d'usage, puisque là aussi, on est sur une ressource qui va aujourd'hui, avec l'électrification des usages notamment, être une ressource très demandée et sur laquelle un certain nombre d'arbitrages devront être conduits. Plus spécifiquement sur le projet, je souhaite rappeler 2 points qui ont fait l'objet de questions, mais sur lesquels Élise Énergie a apporté des réponses le moment venu. Mais pour rappel, puisque cela est porté aux enseignements de la concertation. Le premier point était la nature bas carbone de l'électricité consommée. On a parlé du mix énergétique français tout à l'heure, mais aussi des garanties de consommation d'énergie renouvelable, des contrats d'achat. Donc il y a un certain nombre de points qui ont été précisés sur la philosophie avec laquelle la consommation d'électricité était envisagée pour le projet. Et ensuite, un deuxième point qui a questionné était la capacité du réseau à répondre à l'ensemble des besoins, et notamment à l'ensemble des besoins, plus le projet Embrun, en période de tension sur le réseau. C'est un point qui nous permet de faire une micro-parenthèse sur le fait que cette concertation, elle est portée par 2 maîtres d'ouvrage, que sont d'une part Élise Énergie, d'autre part le RTE, en charge du transport d'électricité. Et donc, dans le cadre de ce projet, RTE porte le projet de raccordement électrique. Et pour cela, ce qu'on appelle une PTF, avis aux amateurs d'abréviation. En tout cas, il y a un vrai travail et un document qui vient sécuriser la demande, et c'est quelque chose qui fait l'objet d'une anticipation. Donc ce point sur la sécurisation a pu être évoqué notamment lors d'un atelier qui a traité de la question du raccordement notamment. PTF pour proposition technique et financière. Deuxième autre point sur les ressources, la ressource CO2. Alors, elle faisait l'objet d'alternatives, de discussions. Ça a été un point qui a aussi été pas mal échangé lors d'un atelier dédié. 2 aspects sur le CO2. Alors, un aspect comptabilité CO2, donc là, je ne me risquerai clairement pas à aller dans le détail, faute de le maîtriser. Simplement rappeler 3 points, mais Mélissa va intervenir pour venir à mon secours sur les précisions qui vont avec. La question des quotas carbone des entreprises qui émettent du carbone. La responsabilité des entreprises, et en l'occurrence, qui a la responsabilité de la taxe sur les émissions de carbone. Et le 3e thème qui a été questionné, les quotas carbone des entreprises qui consomment le produit fini qui serait produit par ce projet. Donc le sujet de la comptabilité carbone, et ensuite des sujets
bien technique. Je laisse aussi à Mélissa nous donner la définition de la stoichiométrie, qui est une question qui était pointue, mais qui a permis voilà, de creuser un sujet sur le procédé et les pertes potentielles de CO2 entre la captation et la production. Et enfin, un dernier point qui a été questionné et qui demande aussi une précision de définition, le sujet entre la différence entre la quantité de gaz à effet de serre évitée qui est communiquée dans la présentation du projet et la quantité de carbone qui est captée, chiffre qui est également présenté. Ces deux chiffres ne sont pas les mêmes et certains ont questionné cet écart, donc il faut qu'on le précise et qu'on explique à quoi il est dû. Mélissa, il faut qu'on précise tout ça. J'ai été très, très, très synthétique. Merci Diane. Donc effectivement, donc concernant le CO2, il y a 2 types de CO2 possibles dus aux activités humaines. Un CO2 nommé biogénique et un CO2 fossile. Ces 2 types de CO2 peuvent être utilisés dans le cadre du déploiement du projet EM-Rhône. Effectivement, le CO2 biogénique peut être utilisé sur réserve de prouver la durabilité de la biomasse à l'origine de son émission. Concernant le CO2 fossile, il peut être capté et utilisé s'il est émis par une activité soumise au règlement ETS et que son émission fait l'objet d'une tarification effective du carbone. En conséquence, c'est le premier émetteur de CO2 qui devra s'affranchir du règlement du paiement du quota carbone dans le cadre de la directive ETS. Concernant les consommateurs, quand on parle de consommateurs, on parle des consommateurs du produit final du projet d'électrométhanol EM-Rhône, donc l'électrométhanol. On peut distinguer 2 types de consommateurs. Des entreprises qui ne seront pas soumises à l'ETS, c'est le cas pour les consommateurs qui vont utiliser le produit en entrant dans un procédé chimique, donc tous les industriels chimiques. Nous leur fournirons un suivi et une comptabilité carbone du produit fourni et il n'y aura pas d'impôt sur le quota carbone pour eux. 2 types de consommateurs. Les entreprises qui sont soumises à l'ETS, ils utiliseront le produit comme carburant. Ils n'auront pas à payer aussi la taxe carbone pour la simple et bonne raison que l'émission du CO2 sera considérée comme nulle à l'utilisation car déjà comptabilisée à l'émission. Il n'y a pas de double comptage selon les règles du GIEC. Concernant la stoichiométrie, et je me suis permis en amont de la présentation de rééchanger avec Karl Partois sur la définition, donc l'étude des proportions suivant lesquelles les corps réagissent et se combinent entre eux, il y a effectivement des pertes potentielles, mais très très marginales concernant le CO2, en raison des purges et du recyclage lors des procédés. Les pertes seront minimisées avec des questions d'efficacité et de rendement. Donc une partie du CO2 sera donc émis avant d'être intégré dans le produit final, donc l'électrométhanol, et fera l'objet d'un suivi via l'intermédiaire d'un bilan massique. Il ne sera pas comptabilisé dans le cadre de l'ETS, puisque ce n'est pas l'émetteur initial. Enfin, concernant la dernière question, pour rappel, pour produire de l'électrométhanol, il faut du CO2 et de l'hydrogène bas carbone. Ces 2 molécules sont mises dans un réacteur de synthèse et de distillation. Il est nécessaire pour produire 150 000 tonnes d'électrométhanol de capter 213 000 tonnes de CO2, qui peut être, comme je l'ai mentionné, d'origine fossile ou d'origine biogénique. Par la suite, le procédé de fabrication va permettre d'éviter 207 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ce gaz à effet de serre évité est calculé sur l'analyse de cycle complète du projet et prend donc en compte la globalité des composantes du projet. La différence entre ces 2 chiffres s'explique par l'émission des gaz à effet de serre du procédé en lui-même. Les éclairages ont été, j'espère, complets. Le temps d'échange permettra de préciser, s'il le fallait, les points qui ont été présentés. Avançons sur un autre sujet, que sont les impacts et les risques. Ça a été évoqué à la fois par Pascal Pénicaud, mais aussi par les garants, puisque l'appréhension de ces 2 sujets n'est pas le même dans un territoire qui connaît l'industrie historiquement et dans un territoire qui les découvre. Donc effectivement, ça a été un point sur lequel il y a eu des échanges, mais on a aussi pu
percevoir en toile de fond une inquiétude d'une nature qui était plus celle de ceux qui ont vécu ou qui connaissent ce sujet et qui ne le découvrent pas. Donc sur cet aspect, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit et témoigné par les garants, notamment sur le regard sur l'industriel, sur peut-être la résignation, voilà, tous ces thèmes qui ont pu être évoqués dans les échanges. On a également eu un point positif de retour, c'est le choix d'un site qui est une reconversion de friche. On ne vient pas installer une industrie dans un espace nouveau, mais plutôt dans une plateforme et sur une friche industrielle. Donc ça a été salué du point de vue du choix de l'implantation. Et puis dans une plateforme, dans un GIE qui effectivement a plutôt tendance à inspirer une maîtrise, une bonne gestion en tout cas de l'outil industriel. Le deuxième aspect relève plutôt des points de vigilance. Alors, il renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure et ce que Mélissa a complété, c'est la nature même du calendrier du projet. Et quand on parle d'impact et de risque, on fait écho à une étude d'impact qui est vraiment le condensé de tout ce qu'il faut étudier et analyser. Et à ce stade du projet, nous sommes encore à un état d'avancement partiel, très partiel pour certains thèmes. Donc, je vais me faire le relais d'un certain nombre de questions et de points qui ont été abordés, mais sur lesquels aujourd'hui, vous l'avez compris, il n'y a pas plus d'informations à livrer ce soir qu'il n'y en avait la semaine dernière ou la semaine précédente. C'est un travail qui est en cours. Et à nouveau, la concertation continue sera le moment plus privilégié pour reparler de ces sujets. Donc, dans les thèmes, on a mis en valeur trois grands sujets. Le sujet des facteurs de risque d'une implantation qui se ferait notamment en proximité d'un axe routier plutôt fréquenté, à l'impact du changement climatique sur des installations industrielles qui posent question, canicules et pics de chaleur notamment, sur les risques qui peuvent être générés par une industrie qui est classée Céveso, parce que ça reste encore un sujet et une dénomination qui questionne et qui peut inquiéter. Deuxième élément, sur les impacts potentiels. Donc, dans ces impacts, on y retrouve notamment la qualité de l'air, les rejets industriels, le sujet de la biodiversité qu'on retraitera par la suite, l'impact paysager des installations, leur intégration paysagère, architecturale, cheminées, bâtiments, pour avoir un intérêt sur les points de vue, puisque la plateforme a quand même une valeur certaine en termes de paysage environnant. Et puis le dernier point, c'est le traitement, alors là aussi, l'évitement et la compensation des impacts qui est techniquement connu sous le thème de la séquence ERC. Et celui-ci, je le maîtrise, éviter, réduire, compenser. Donc l'objectif étant de traiter le thème de l'impact du projet, d'abord en recherchant l'évitement des impacts, puis la réduction des impacts. Et pour ce qui n'a pas pu être ni évité ni réduit, ils sont compensés. Et donc, le traitement de cette séquence ERC vient finalement traduire l'engagement d'intégration et de maîtrise des impacts du projet. Donc, sur ce point, il y a pas mal d'attentes qui ont été évoquées, des questionnements sur la façon dont on peut éviter certaines zones qui voient la présence d'espèces protégées, la possibilité de créer un corridor vert, puisqu'il y a un talus qui pourrait, en tout cas un espace qui pourrait se prêter à questionner un projet intégré avec un sens supplémentaire que le simple sens de la compensation, avec des enjeux de faune et de flore environnantes. Et puis, de manière générale, un questionnement qui, à l'instar de toutes les synergies qui peuvent être réfléchies, pourquoi la séquence ERC ne se réfléchirait pas à l'échelle de la plateforme avec d'autres industriels, voilà, dans une logique un peu globale. Alors, c'est un sujet qui, comme vous vous en doutez, est encore assez prémisse. Donc, aujourd'hui, on ne peut que poser un certain nombre d'attentes et de propositions, sans avoir encore d'éléments de réponse. Donc voilà les principaux points que nous avons relevés et qui sont notamment repris dans les différents comptes rendus des ateliers, notamment celui qui traite des risques et des impacts, qui trace tous les points que nous avons discutés. Un autre point important qui a aussi été évoqué, c'est le sujet des synergies industrielles. L'intégration d'un projet sur une plateforme industrielle est évidemment porteur de synergie et de mutualisation, et ça a été le sens d'un certain nombre d'échanges et de propositions, notamment sur cette idée de partager les entrants, partager les sortants, donc trouver des modes d'optimisation par la mutualisation d'un certain nombre d'entrants nécessaires au procédé.
Par exemple, le CO2 a été identifié comme une ressource qui pourrait être un élément de mutualisation et un élément aussi, j'allais dire, de consommation locale. La mutualisation des entrants avec des ressources qui sont importantes, notamment l'électricité, mais aussi la vapeur d'eau, tous ces sujets qui sont potentiellement demain des sujets de mutualisation qui sont à prendre chacun avec le cadre qui est assez particulier. Je laisserai la parole à Mélissa pour éclairer ces points. Et puis, le cas plus spécifique de l'approvisionnement en CO2 qui faisait l'objet d'alternatives et qui a aussi permis de présenter un partenariat avec une cimenterie, avec la cimenterie Lafarge, dans un cadre en plus qui est au-delà simplement de mutualiser les sortants de l'un pour les intrants de l'autre, mais c'est un partenariat qui va un peu au-delà et je pense que c'est aussi l'occasion peut-être d'en redire quelques mots. Mélissa. Merci Diane. Effectivement, nous avons travaillé avec le GIE et avec les industriels environnement de la plateforme pour définir des synergies et des mutualisations possibles sur un certain nombre de ressources. On a déjà parlé au début de cette présentation des mutualisations possibles sur l'eau. Nous avons regardé également par rapport à une autre utilité, la vapeur d'eau. Aujourd'hui, l'eau, comme la vapeur d'eau, est une utilité qui sera fournie par le GIE Osiris. Donc, le GIE Osiris a sa propre production de vapeur d'eau, mais également utilise la vapeur d'eau produite par Tredi, qui est voisin de la plateforme chimique des Roches-Roussillon. En parallèle de ça, Diane l'a mentionné, l'enjeu sur l'électricité. Donc, l'électricité est une ressource spécifique. C'est pour ça, comme l'a mentionné également Diane, que RTE est en co-saisine avec Élise Énergie dans le cadre de cette concertation préalable. De par les besoins importants en électricité pour ce projet, on parle de l'ordre de 200 MW, et dans le cadre réglementaire avec le RTE, il y a une imposition que chaque industriel se rapproche directement de RTE pour ses besoins en électricité. L'approvisionnement en CO2 est spécifique et a été également mis au débat dans le cadre de cette concertation préalable. Effectivement, dans les alternatives, il y avait différents scénarios avec un approvisionnement issu de fumée d'industriels présents sur la plateforme et de CO2 issu de l'extérieur de la plateforme et spécifiquement de la cimenterie du Teil de Lafarge. Aujourd'hui, Élise Énergie a inscrit son projet EM-Rhône dans la volonté d'accompagner des secteurs difficiles à décarboner. Les cimenteries en font partie. C'est pour ça qu'Élise Énergie a signé un partenariat avec Lafarge et a présenté le projet EM-Rhône dans ce cadre-là à l'Europe. Ce projet a été déposé et est lauréat d'Innovation Fund. Concernant le CO2 capté possiblement des industriels de la plateforme, il est important que chacun connaisse les enjeux, c'est-à-dire la quantité de CO2 possiblement captable, les plans de décarbonation de l'ensemble des industriels et la mise à disposition du CO2 par chacun. En conséquence, Élise Énergie travaille pour trouver le meilleur dispositif en termes d'approvisionnement du CO2 en prenant en compte l'ensemble de ces enjeux, mais aussi ce partenariat avec Lafarge. Merci Mélissa. Et on aborde donc le dernier thème de retour sur les grands enseignements, qui est la contribution au territoire, qui a été évoquée à la fois dans l'opportunité du projet, mais aussi dans les rencontres qui nous ont permis d'associer un certain nombre d'élus, d'acteurs économiques, mais aussi étudiants. Enfin, ça a vraiment été un sujet qui a été un peu en toile de fond de tous les échanges. Donc, en retraçant quelques points clés, il y a un sujet effectivement sur un projet de cette nature et sur ce qu'il représente en termes à la fois d'emploi, mais au-delà de l'emploi, ce qui a été aussi souligné et discuté, c'est l'enjeu de formation sur de nouveaux métiers, de nouveaux procédés. On est vraiment sur la structuration de filières, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il ne s'agit pas juste du sujet de l'emploi. Et sur ce point, justement, si on veut être parfaitement fidèle à ce qui est entendu, au-delà du thème de la résignation, on a aussi perçu, ressenti un territoire qui finalement a vécu un développement par l'industrie, par les industriels, et donc des témoignages qui étaient plus dans un esprit
d'acceptabilité, mais sous condition. C'est-à-dire qu'on veut bien encore une industrie de plus, mais ne refaisons pas des erreurs qu'on a fait. Ou on est vraiment dans le témoignage en fait d'un territoire qui a historiquement vécu son développement par l'industrie, qui aujourd'hui peut être dans la résignation, qui parfois peut se dire que sous couvert d'emploi, on en rajoute une supplémentaire, ou qu'on est d'accord, mais il y a quand même aujourd'hui un enjeu d'acceptabilité qui est lié à la maîtrise des impacts industriels. Donc il y a pas mal d'aspects d'intégration qui se sont joués et qui sont assez légitimes sur un territoire historiquement industriel. En parallèle de cela, il y a aussi beaucoup d'échanges qui sont en fait des promesses de discussions à venir sur pas mal de points. Alors sur l'emploi, sur l'insertion, puisque certaines structures notamment se sont présentées comme intéressées pour poursuivre les discussions au fil du projet. Sur l'économie locale aussi, puisque ce projet, il est vecteur de sous-traitance, il est vecteur d'un temps de chantier qui ne sera pas neutre non plus, et donc des questionnements et des échanges ont pu avoir lieu sur comment toutes ces étapes bénéficient évidemment au territoire au niveau local. Donc voilà sur ce point, et qui est sans doute encore à traiter dans les futurs échanges et les futures étapes, puisqu'il est intrinsèquement lié à la façon dont le projet va pouvoir s'insérer dans ce territoire in fine. Nous sommes arrivés au terme du sujet grands enseignements thématiques. Comme je vous l'ai dit, un autre enseignement, c'est celui de la concertation. Alors, on l'a évoqué sur l'aspect quantitatif et qualitatif, mais il est important qu'on puisse refaire un petit point ensemble sur la perspective qui est la nôtre en termes de procédure, avant d'en venir à ce que pourrait être cette concertation continue. C'est donc rappeler que la concertation préalable, comme on l'a dit, s'arrête le 25 février. Certes, dernière rencontre, mais une concertation qui se poursuit jusqu'au 25 février. Nous sommes ce soir en diffusion en direct sur le site internet, donc ceux qui nous écoutent aussi, je leur indique que jusqu'au 25 février, ils peuvent continuer à déposer des contributions, que les structures collectives, associatives peuvent déposer des cahiers d'acteurs. Donc voilà, le temps de la contribution n'est clairement pas terminé, et il reste encore une bonne semaine pour le faire s'ils le souhaitent. Et puis à l'issue, effectivement, alors sans rentrer dans le rôle du maître d'ouvrage et des garants sur ce qui les attend de temps de travail sur les prochaines semaines, en ce qui concerne le public, on va donc ouvrir prochainement ce qu'on appelle la concertation continue, qui est un espace-temps qui va jusqu'à l'enquête publique et qui permet de continuer à garder un fil conducteur d'information et d'échange avec le public en attendant cette étape qui est l'enquête publique, une étape tout à fait singulière. Ça avait été dit en forum de lancement, je me permets pour un peu de pédagogie de le rappeler. L'enquête publique est un nouvel exercice qui n'est pas encadré par la CNDP, mais par un commissaire enquêteur nommé, et qui aura la lourde tâche, lui par contre, de travailler sur des éléments de fond et de forme et de rendre un avis. Donc le processus participatif pour le public n'est clairement pas terminé ce soir ni le 25 février. Il se poursuit, y compris pendant l'enquête publique, puisque c'est un temps pendant lequel le public est évidemment invité à s'exprimer et à s'informer, puisque là, à cette étape-là, le projet sera présenté dans son niveau de détail final avec l'ensemble des informations qui seront alors disponibles. Voilà pour la pédagogie procédure. Peut-être donner la parole à Élise Énergie au travers de Mélissa sur le sujet de la concertation, l'esprit dans lequel aujourd'hui le maître d'ouvrage se positionne sur cet aspect. Et puis ensuite, moi, je reviendrai peut-être sur des éléments plus techniques et opérationnels. Merci Diane. Effectivement, cela a été mentionné en introduction. Donc, cette concertation préalable a fortement mobilisé les équipes, les associés. Nous avons ici présent donc Pascal Pénicaud qui a fait le mot introductif, Benoît Daucourt, également cofondateur, l'ensemble des collaborateurs. Nous avons ici présent dans la salle Ralil El-Kortobi, directeur de projet de Emeraude, mais plus globalement, l'ensemble des collaborateurs d'Élise, puisque durant les différents événements, ont pu participer le responsable technique du projet, Christophe Garot, les ingénieurs procédés et aussi les ingénieurs spécialisés dans les différents domaines de compétences tels que les risques industriels ou également les sujets d'analyse de cycle de vie. Il était important effectivement pour nous de mobiliser l'ensemble de nos experts en dépendant des thématiques associées. Néanmoins, effectivement, il y a une participation en demi-teinte qui doit questionner et qui nous questionne sur les meilleures conditions pour la poursuite des dialogues à venir. Toutefois, il y a de nombreuses étapes qui vont arriver.
À court terme, la prochaine étape, comme l'a mentionné Dan, c'est la fin de la concertation préalable qui aura lieu le 25 février. Par la suite, il y a un certain nombre d'étapes et d'études techniques à mener afin de pouvoir apporter l'ensemble des informations nécessaires aux questionnements qui ont pu être observés durant cette concertation préalable, mais en parallèle de développer complètement le projet Élise Énergie et d'apporter une information définitive sur le transport, les impacts et les modes d'approvisionnement. Pour accompagner et pour tenir informé le public, Élise Énergie maintiendra opérationnel le site internet sur lequel nous pourrons vous informer des actualités du projet. Par ailleurs, nous sommes en train de réfléchir au temps d'échange, c'est-à-dire à leur format et à leur temporalité, pour revenir vers le public et au moment opportun. Enfin, nous allons travailler avec les garants et avec vous afin de préparer le meilleur dispositif quant au bilan des garants. Merci Mélissa. Effectivement, sur la partie opérationnelle, donc le maintien du site internet dans ses fonctions actuelles, avec pour objectif principal de maintenir l'actualité, de partager les informations au fur et à mesure où elles arrivent, parce que même s'il n'y en aura pas tous les jours, il y aura des avancées significatives du projet qui permettront à des temps donnés d'apporter des compléments d'information. Reste à disposition au travers de ce site internet un espace de contact du maître d'ouvrage qui vous permet de continuer à garder le lien. Et puis, la réponse du maître d'ouvrage au bilan des garants, qui est ce moment un peu pivot, et qui sera le lieu, en tout cas le document, plus que le lieu, dans lequel Élise Énergie pourra proposer le dispositif qu'il entend déployer pour cette concertation continue. Et il y aura les recommandations des garants aussi dans leur bilan. Je voulais juste préciser que, j'allais dire, quand on dit bilan des garants, ça veut dire que c'est une étape en fait importante qui marque aussi la fin de la concertation préalable. Donc, comme on a dit pour l'élaboration du dossier de concertation, il y a la première alternative, c'est l'opportunité. Est-ce que le projet se fera ou ne se fera pas ? Dans les 2 mois où le maître d'ouvrage devra, j'allais dire, faire son bilan et répondre aux préconisations et recommandations des garants, il devra évidemment dire s'il poursuit ou pas le projet. Alors j'entends bien qu'on est déjà presque dans la suite, mais je suis obligée, d'un point de vue réglementaire, de redire qu'il y a cette étape-là, avec un passage devant la CNDP, la Commission nationale du débat public, où le maître d'ouvrage dira est-ce qu'il continue, est-ce qu'il ne continue pas, et s'il continue, comment il répond aux recommandations et préconisations des garants et en quoi il s'engage en fait. Voilà. Donc effectivement, la concertation continue se fera si le projet est bien validé par le maître d'ouvrage. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tout élément de pédagogie est bon à prendre. Tout cela est quand même assez nouveau pour beaucoup de monde et pas si simple que ça quand même. Donc, il ne nous faut pas moins de 3 voix pour le faire et c'est très bien. Donc, je le disais, voilà, les différentes, les premières composantes qui sont les grands fondamentaux, hein, classiquement attendus et sur lesquels l'engagement est évidemment renouvelé. Et puis, le dispositif potentiellement dans un second temps. Et il y a un autre élément que je n'ai pas précisé, hein, au-delà de la concertation continue. Et durant cette concertation préalable, nous avons eu un certain nombre de sollicitations d'acteurs concernant le projet et peut-être d'autres sollicitations vont venir. Il y en a une qu'on tient à spécifier, c'est une sollicitation du lycée François Verguin qui souhaite qu'on se rapproche d'eux pour continuer à discuter concernant les emplois et les formations. C'est en tout cas effectivement une illustration de ce que peuvent être aussi des sollicitations directes par le territoire et pas uniquement dans l'autre sens et c'est précieux quand ça arrive. Donc voilà sur les éléments qui pouvaient vous être présentés. On a essayé d'être le plus précis possible. J'espère que je n'ai pas trahi l'esprit de ce qui a été dit pour ceux qui se sont reconnus dans les propositions que j'ai exprimées. Il est temps pour nous de vous laisser la parole si vous avez sur ce qui vous a été présenté des questions. Je réaffiche pour l'usage parce qu'on l'a très largement expliqué tout à l'heure le dispositif, les prochaines étapes. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous souhaitez réagir ou apporter des compléments ? Oui.
Alors du coup, c'est moi qui vais venir vers vous. Je vais vous chercher le micro magique pour la salle. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Tessier Mathis, je suis salarié de la plateforme et en parallèle formateur en réglementation Céveso. J'avais une petite question pour, les membres d'Élysée Énergie. On parlait de substitution de carburant avec le e-méthanol, mais est-ce qu'on aurait la possibilité de faire, par exemple, 50 d'énergie fossile et 50 de e-méthanol dans le même bateau, enfin dans la même, énergie, ou c'est forcément 100 d'énergie fossile ou 100 de e-méthanol? Non, effectivement, aujourd'hui, en fait, l'électrométhanol peut être utilisé en carburant, pour le secteur maritime. 2 possibilités, c'est d'utiliser les bateaux existants et les convertir en dual fuel. Cela demande un temps d'immobilisation d'autour d'1 mois pour le bateau et un investissement qui reste acceptable pour le secteur, maritime. Ou au-delà de ça, d'avoir des bateaux qui fonctionnent 100 au méthanol. On peut entendre dans l'actualité un certain nombre de commandes de bateaux au méthanol, par de grands noms du maritime. OK. Donc il est possible d'avoir les 2. Merci beaucoup et j'avais aussi une petite question concernant le processus de captage du CO2. Vous parliez des industriels présents sur la plateforme. Techniquement, comment on fait pour aller récupérer du CO2 en rejet atmosphérique plateforme pour le rapatrier dans votre procédé, diméthanol? Donc il y a différentes technologies qui peuvent être utilisées pour le captage du CO2. On peut entendre, donc les technologies avec des amines qui vont permettre de capter le CO2 et donc l'idée de cette captation de CO2, c'est de positionner ce process on va dire, directement derrière les fumées associées. Des industriels, effectivement, ou un autre procédé qui va être plus consommateur en électricité. C'est un procédé qui s'appelle CryoCap, qui est un autre procédé pour pouvoir capter, les fumées. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Jean-Luc Chervel de Saint-Maurice-l'Exil. Dans la présentation qui nous a été faite, on a parlé d'impact et entre autres sur le transport. Alors je sais qu'actuellement, avec l'existence de la plateforme, il y a un impact transport. Je crois savoir que le développement du paracétamol va créer un impact transport et que cette nouvelle activité également. Est-ce qu'il a été envisagé, par exemple, des transports par rail, je ne sais trop quoi, enfin, vous voyez, le cumul de ces transports peut être une nuisance réelle pour la population, par exemple. Merci, parce qu'effectivement, c'était un des enseignements de la concertation qui n'est pas trop apparu là sur ce qu'on vous a présenté. C'est un sujet qui est beaucoup ressorti. Il y a eu des alternatives qui ont été mises au débat sur ce sujet-là, sur les modes de transport finalement du produit, de l'e-méthanol quand il va être produit. Est-ce que Élysée Énergie le transporterait par routier, par camion, par rail ou par le fleuve, par le fluvial. Et effectivement, de manière assez générale, ce qui ressort en tout cas des débats et des échanges, c'est quand même plutôt une préférence de tout le monde pour le fret et le fluvial, déjà pour éviter l'engorgement du réseau de routier du coin, qui on sait que sur les heures de pointe est déjà bien saturé, et aussi par rapport à une cohérence, on va dire, par rapport au projet de décarbonation aussi de l'entreprise. Hein. Voilà, donc c'était ces 2 arguments-là qui sont ressortis. Et effectivement, ça serait intéressant que vous reformuliez les réponses que vous avez déjà apportées assez clairement sur ces alternatives. Mais voilà, je vais dans le sens de votre question pour dire que c'est des sujets qui sont ressortis plusieurs fois aussi dans la concertation. Non, effectivement, et M. Frossard, vous faites bien de le rappeler, hein, le schéma d'acheminement, enfin le choix d'acheminement du produit final, le méthanol, a été aussi mis au débat dans le cadre de cette concertation préalable, avec 4 options possibles. Un acheminement par canalisation, qui pourrait être envisageable pour des utilisateurs directs de l'électrométhanol sur la plateforme des Roches-Roussillon. Un acheminement par via ferroviaire, un acheminement par voie fluviale, nous sommes à côté du Rhône, et un acheminement aussi possible par camion. Au sein de nos équipes, donc, nous avons une personne en charge de la logistique qui a déjà lancé un certain nombre d'études pour voir les impacts potentiels du transport et du transport du produit final. Et au-delà de ça, nous travaillons en collaboration avec le GIE, mais aussi avec Inspira, pour réfléchir sur la meilleure alternative possible pour l'approvisionnement, pour la distribution, excusez-moi, de notre molécule finale. Ça répondait à votre question, monsieur. Très bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques qui veulent être formulées? Pas d'autres questions, donc du coup, c'est moi qui vais vous poser une question.
une colle pour finir la soirée avant d'aller se retrouver autour d'un monsieur? Ah, très bien, j'arrive tout de suite. Oui, bonsoir, Renaud Poulain à Elkem. Je voulais savoir quels étaient vos besoins en eau quotidien en- et quel est l'impact des fuites que vous pourriez avoir sur votre site dans l'atmosphère. Est-ce que vous avez un système de captage de fuites, les capteurs qui mesurent les fuites et qui arrêtent les installations, etc. Khalil, si tu peux m'aider pour la partie. Bonsoir. Donc effectivement, pour la consommation en eau, c'est un élément dont nous avons parlé dans le dossier de concertation. Nous avons pu également l'aborder pendant la conférence eau. Aujourd'hui, le besoin brut en prélèvement est de l'ordre de 2,7 millions de mètres cubes annuels d'eau. Je n'ai pas le chiffre journalier en tête, mais voilà. En divisant par 365 jours, à peu près, on trouve le ratio journalier. Toute cette eau n'est pas consommée. Ça, c'est le prélèvement brut. C'est le besoin brut. Une certaine partie de cette eau est remise au milieu naturel. Environ 1 million de mètres cubes sont remis au milieu naturel. Et parmi les alternatives présentées au projet, il y a effectivement une possibilité de tenter de récupérer une partie de l'eau rejetée par d'autres industriels de la plateforme, notamment en aval, des circuits de refroidissement ouverts, que vous pouvez peut-être en avoir chez vous, chez Elkem. L'idée étant de réduire le prélèvement brut de telle sorte à ce que l'on puisse, Élise Énergie, en tant que nouvel industriel sur la plateforme, s'inscrire dans la trajectoire du plan de gestion territoriale de l'eau à laquelle le GIE s'engage auprès de la région et du territoire. Vous aviez une Rejet deuxième question? atmosphérique. Oui. Alors, les rejets atmosphériques, c'est une excellente question. Aujourd'hui, parmi l'ensemble des briques technologiques mises en œuvre dans le procédé de fabrication d'e-méthanol, nous avons 3 briques essentielles. L'une destinée à la fabrication d'hydrogène, l'autre destinée à la captation ou la capture du carbone, et la troisième, celle du méthanol. Donc, dans les dispositifs, plusieurs dispositifs devront être mis en œuvre. D'abord, pour l'hydrogène, les études doivent débuter courant de cette année. Donc, effectivement, la mesure d'émissions d'hydrogène dans l'atmosphère, il y en a déjà dans l'atmosphère. Donc, effectivement, mesurer des fuites, ce serait surtout pour une notion de maîtrise du risque pression d'émission de l'hydrogène. L'émission d'oxygène due par l'électrolyse de l'eau est aussi une mesure de fuite à mesurer pour des questions de risque pression. Concernant le CO2, la capture de CO2, ça intervient chez l'industriel émetteur de fumée, et donc la mesure se fait par l'industriel qui émet les fumées avant le captage, et donc il y a une continuité de la mesure en ligne et de l'analyse en ligne des fumées émises. Et pour le méthanol, effectivement, a priori, les émissions seraient liées à des purges éventuelles qui ne sont pas en continu. Et donc, les études ne pourront effectivement débuter qu'une fois le procédé totalement défini pour l'unité de méthanolation. Mais effectivement, il y aura des mesures de fuite à ce niveau-là également. La réponse a été suffisamment complète, monsieur. Vous avez eu vos réponses? C'est bon? Très bien, parfait. Merci Khalil et Mélissa pour cet exercice. Sans regret. Dernière question. C'était donc la dernière. Très bien. Voilà, bonjour, bonsoir. Oh, peut-être pas le mot de la fin, comme quelques questions. Écoutez, bonsoir, je suis très content d'être invité ce soir à cette réunion. Donc, je suis le député de la circonscription. Déjà, moi, en introduction, je voudrais déjà féliciter les porteurs de projets parce que porter des projets avec un investissement de cette hauteur-là,
Malgré il n'y a pas que la vallée de la mort, dans la recherche de de technologie, il y a la vallée de la mort, de nos industriels. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit aidant, tout en ayant bien conscience effectivement des problématiques environnementales et des questionnements, de la population. Donc je pense qu'il faut être très pédagogique, hein, je pense que c'est bien. Mais en tout cas, là, vous y êtes. Moi, j'ai quelques questions parce qu'il y a pas mal de sujets, je vais pas faire toutes les questions. Bon, j'avais posé une question: «Pourquoi pas les cimenteries Vicat?» mais on m'a expliqué pourquoi. Donc, voilà, je ne vais pas reposer la question. Moi, je suis très heureux que vous ayez fait, le fonds européen, d'innovation. Je pense que c'est une bonne chose dans les clean tech. C'est des choses qu'on pousse beaucoup au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur, justement, ces nouvelles énergies. Donc, voilà, et je trouve qu'on ne sollicite pas suffisamment les fonds européens. Donc, je voulais signaler, ce sujet-là. Après, sur l'eau, j'ai calculé, alors, moi je ne suis pas un expert, hein, j'ai calculé un taux de réutilisation de 37%. Donc je ne me rends pas bien compte, hein. Les études affineront, de la possibilité d'améliorer. Par rapport à d'autres filières, ça peut paraître peu, mais c'est vrai que c'est votre source naturelle, dans l'hydrolyse, pour votre hydrogène. La question, c'est de savoir si déjà dans votre, idée, donc j'imagine qu'il y a différentes options, entre le Rhône, la nappe. J'imagine que les conflits, actuels qui font la source de l'actualité avec les agriculteurs sont quelque chose d'important, puisque c'est quelque chose sur lequel on est fortement, mobilisé. Le message, c'est de dire qu'on n'oppose pas les filières, hein, loin s'en faut, entre l'agriculture, la chimie ici, l'agriculture, et l'électronique et la chimie. De dire qu'il faut le même niveau de transparence, puisque vous savez que les agriculteurs ont des compteurs, donc il faut qu'effectivement, il y ait bien ce même niveau de transparence ce qui va redonner la confiance, notamment aux populations vis-à-vis de ces questionnements. Ça, c'est fondamental, la transparence. Le pourcentage, ouais, de réutilisation, heu, je m'interrogeais de la qualité de l'eau, qui est réinjectée, et où est-elle réinjectée? Est-ce qu'elle part dans le Rhône? Est-ce qu'elle part dans la nappe? Quelle est sa qualité? Est-ce qu'elle peut être réservée à des usages spécifiques? On a beaucoup de discussions ici sur le cantinement, et le niveau d'eau pour l'irrigation. Donc, est-ce que c'est une eau qui est propre à l'irrigation? Comment ça peut se passer? Et puis le dernier sujet, sur votre énergie, je pense que ça mérite de préciser effectivement, la nature de votre électricité, de savoir si cet hydrogène, il est vert ou pas. Donc ça caresse les questions, dont je connais les réponses, hein, mais donc il y a pas d'éolien ici de proximité, mais est-ce qu'il y a des projets, solaires pour fournir de l'énergie verte, pour permettre l'hydrolyse? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je pose aussi la question, à la plateforme qui est vraiment un modèle, hein, parce qu'utiliser ces déchets pour être la matière première de l'autre, je pense que c'est à souligner. Si en plus elle était autonome en énergie, en produisant, quand on a besoin de l'électricité, voilà. Il y a un petit message sur produire son énergie ici, sans aller, lutter contre le nucléaire qui est tout à côté de nous. Et puis le dernier point sur la formation, vous redire peut-être que je ne l'ai pas entendu, c'est qu'on a un campus des métiers et des qualifications dont je suis très fier, parce que je suis très content de l'avoir créé sur le métier de la chimie. Donc vous avez des personnes spécifiques dans ces campus qui sont là pour animer, donc voilà, on a inauguré ici il y a bon, je dirais 18 mois avec le recteur de région, et normalement l'ensemble des lycées du territoire, que ça soit en formation initiale, que ça soit en formation continue, vu les potentiels recrutements à faire, c'est des filières qu'on peut vraiment, retravailler. Donc si vraiment on peut, solliciter, ou en tout cas avoir un échange avec la personne qui est en charge du campus des métiers et des qualifications, des métiers de la chimie sur le territoire, c'est ça. Donc pour se résumer, plus de production, verte d'électricité serait une bonne idée. Précisez-moi votre performance sur la réutilisation de l'eau. Où va-t-elle et quelle est sa qualité pour quel usage? Et puis solliciter, le campus des métiers et des qualifications. Voilà ce que je trouvais qui était intéressant à dire, vu du député. Merci, merci monsieur le député, merci pour votre, présence qui est évidemment importante, pour nous, pour ceux
qui ne me connaissent pas, Benoît Decour, je suis un des associés d'Élise, pour essayer de répondre à certaines de vos, de vos questions, en tout cas. Pour la partie électricité, ça me permet de rappeler certains points. Le premier, c'est qu'on est sur des molécules qui n'ont de sens que si l'électricité est bas carbone. Et c'est le point de base du projet qu'on mène. C'est le sens de la mission qu'on s'est fixée. C'est le sens d'une conviction aussi qu'on porte, à savoir que la France, par son mix électrique bas carbone, qui inclut du nucléaire, on le sait, mais pas que. Et on sait ici notamment le rôle de l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, euh, eh bien, qu'on peut produire ici en France des molécules que jusqu'à présent on importait et qui auront de la valeur parce qu'elles sont produites localement, mais aussi et surtout parce qu'elles sont bas carbone. Cette conviction-là, elle est encadrée par la réglementation, mon sujet favori, qui fixe pour nos produits un plancher de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux références fossiles, à ce qu'on substitue, une base de 70%. Et donc, si on n'atteint pas ce plancher-là, nos produits n'ont pas de valeur et notre projet ne se fait pas. Et donc, ça, c'est encadré par une réglementation européenne qui est transposée dans la loi française, notamment en ce moment avec la directive énergie renouvelable, qui s'intègre aussi de manière plus large avec des ambitions qui sont portées par la région, des ambitions qui sont aussi celles au niveau national de la stratégie française énergie et climat et d'un certain nombre d'objectifs auxquels on contribue, qui sont ensuite de manière plus prosaïque certifiés par des tiers. Et donc, typiquement, dans le cadre du projet et notamment de la sélection par le Fonds européen pour l'innovation que vous avez rappelé, c'est le seul projet français de cette nature sur le dernier appel à projet, eh bien, notre bilan carbone a été certifié par un organisme allemand qui s'appelle TÜV Sud et qui a démontré qu'on était bien au-delà de ce seuil. Et c'est quelque chose qui sera vérifié tout au long du projet et notamment très encadré par alors la Commission européenne de manière générale, particulièrement dans le cas des fonds qui ne seront débloqués que si on respecte bien l'engagement carbone qu'on a pris. Donc de manière, enfin pour vraiment répondre plus dans le détail à la question, on est en train de construire l'approvisionnement électrique. C'est un approvisionnement électrique qui va se faire par des contrats d'achat, et ces contrats d'achat, ils seront de plusieurs natures. On aura des contrats d'achat avec, des développeurs, d'électricité renouvelable, notamment, solaire, et c'est, évidemment, le sens des discussions qu'on mène et par ailleurs, ça fait partie de l'historique de certains associés et notamment de Pascal Pénicaud chez Tenergy pendant 10 ans. C'est des sujets qu'on connaît bien, en tout cas qu'ils connaissent bien. Et par ailleurs, on discute avec EDF, qui est le fournisseur d'électricité nucléaire. Et on attendait un certain nombre d'éléments réglementaires qui ont été précisés le 14 novembre dernier par Luc Rémont, Bruno Le Maire, et donc, qui permettent maintenant d'engager des discussions assez concrètes sur des choses qui ressemblent aussi à des contrats d'achat nucléaires et qui nous exposeront à ce parc et qui nous permettront de bénéficier de cette électricité. Donc voilà, sur la partie électrique, c'est évidemment un chemin compliqué et long parce que on est sur des quantités, ça a été rappelé, on le sait, qui sont importantes, mais c'est dans cette optique qu'on s'inscrit. Sur la partie peut-être eau, je vais laisser mes camarades répondre, mais évidemment sur la partie Forum des métiers, c'est un élément central, hein, et donc on va prendre campus, pardon, campus des métiers sur lequel on prend le point. Merci Benoît. Donc effectivement, sur le volet consommation en eau, vous aviez effectivement posé plusieurs questions dans une même question. Quelle était la qualité de l'eau? Quel était le taux de recyclage? D'où venaient les consommations? Si l'eau était potable, etc. C'est une partie de vos questions. Donc effectivement, le schéma actuel opéré par la plateforme est de prélever de l'eau d'une nappe phréatique ou d'une source de nappe phréatique et de rejeter ce qu'il y a à rejeter au milieu naturel de deux façons, soit directement dans le canal, soit en opérant un pré-traitement si l'eau était contaminée par des polluants éventuellement dans une station d'épuration avant de le rejeter dans le canal. Et les personnes du GIE étant présentes ce soir, je leur demanderai de me corriger si je dis quelque chose qui est pas juste. Et donc nous, effectivement, nous nous inscrivons dans ce schéma-là. Nous recevons de l'eau pompée par le GIE, qui est une eau de nappe, qui a priori est une eau, sinon potable, au moins utilisable pour d'autres usages, mais celle-ci est fléchée
pour les besoins des industriels. Elle est traitée par un traitement assez simple finalement par le GIE, souvent à destination d'un certain nombre d'industriels. Et donc les besoins que nous avons exprimés ce soir et dans le dossier de concertation, qui sont de 2,7 millions, finalement, elles sont pour 3 postes essentiellement. Le premier, c'est la production d'hydrogène par elle-même, par lui-même. 400 000 m3 parmi les 2 700 000. Finalement, l'hydrogène, produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, c'est 400 sur 2007. Le deuxième poste étant le lavage, quelque part, ou le traitement des fumées. Donc, si l'ensemble du CO2 nécessaire au procédé de production de méthanol était capté sur la plateforme, il y aurait un besoin dans le processus de captation d'utiliser de l'eau pour venir séparer le CO2 des autres composés des fumées, et donc il y aurait une eau qui serait également rejetée. Et enfin, le troisième poste, c'est le refroidissement du procédé, qui est lui le plus consommateur en eau. Donc finalement, si l'on vient à décomposer ces chiffres, 2,7 millions, il y en a 400 000 qui partent pour la fabrication d'hydrogène. Il y en a 1 million qui sont soit issus du processus de captation de CO2, soit dans le processus de synthèse de méthanol de l'eau est reformée, donc rejetée. Et donc, les 1,7 million sont exclusivement dus à de l'évaporation dans le système de refroidissement, directement évaporé dans l'atmosphère. Donc, finalement, la récupération, on ne la fait pas sur l'évaporation. Sur les 2,7 millions, il y en a presque 1,5 million, un peu plus, qui s'en vont dans l'atmosphère dans le processus de refroidissement. 1 million de mètres cubes qui sont rejetés directement, dans leur quasi-intégralité directement au canal, puisqu'effectivement, de l'eau qui est reformée dans le processus de distillation de méthanol a peut-être besoin de vérifier qu'il n'y a pas d'autres composés que du méthanol qui, lui, est miscible dans l'eau avant son rejet dans le canal. Et enfin, le dernier élément que je pouvais vous partager, c'est effectivement ce que nous proposons de faire, c'est que comme il y a une évaporation, que justement d'autres industriels ont un procédé similaire ou assez proche de refroidissement, avec des quantités plus importantes. Et donc l'idée pour nous n'est pas de pomper une seule fois une seule eau, et qui soit utilisée 2 fois dans 2 systèmes de refroidissement, d'un premier industriel, puis chez nous, pour pouvoir limiter ce prélèvement. C'est l'alternative qui a été proposée au dossier de concertation et qui a été abordée dans l'atelier eau. Donc l'idée est de ramener un prélèvement brut, de le faire descendre au maximum pour atteindre, avec un bon espoir, une quantité minimale prélevée dans la nappe. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre... Non, vous avez répondu sur beaucoup de choses. Le deuxième usage, moi, je trouve, voilà, il n'y a qu'une chose qui me gêne un peu, c'est dans le cadre des grands équilibres de cycle de l'eau. Et moi, ça me gêne qu'on pompe de l'eau dans la nappe et qu'on le fasse partir dans le canal. Je trouve que là, pour moi, c'est le point, à mon avis, à réfléchir. Parce que si vous voulez, la grande discussion, c'est que beaucoup d'eau qui réalimentent les nappes sont de l'eau de pluie. On a une vraie difficulté pour construire des retenues collinaires, vous le savez bien, ça fait partie des sujets difficiles en France. Cependant, quand on regarde au niveau européen, l'Espagne arrive à garder 48% de son eau de pluie. Nous, on est plutôt autour de 5%. On a une marge de progression énorme. Et je trouve qu'il y a quand même une réflexion à avoir sur la réinjection dans le canal, que ça ne se réinjecte pas parce que toute cette eau, justement, on ne sait déjà pas la retenir par des retenues collinaires. Elles partent à la mer et on sait que le niveau de la mer monte et que ça gêne beaucoup de sujets, hein, notamment les réseaux aquafères du bord méditerranéen.
Et je trouve que ce million de mètres cubes, il serait quand même plus utile en fonction de l'utilisation à ce qu'il permette d'alimenter, par exemple, de l'agriculture ou autre que d'être remis dans le canal. Donc je trouve que là, moi, c'est un sujet sur lequel je vais regarder. Parce que ça ne modifie peut-être pas votre modèle, mais ça peut être plus vertueux vis-à-vis du monde agricole, puisqu'il y a beaucoup de projets d'irrigation sur le territoire. Voilà. On parle un petit peu des eaux grises là, c'est-à-dire que ce sont des eaux qui ne sont pas réglementairement utilisables et qu'on voudrait, donc il y a une part de réglementation. Effectivement, je suis le premier choqué de voir que notre jeu, il est valable au milieu naturel. Aujourd'hui, réglementairement, donc il y a à peu près au moins 60 000 mètres cubes par jour qui vont dans le canal et dont on pourrait faire autre chose. Et je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait faire autre Non, chose. mais l'idée, c'est de réfléchir. Bon, j'étais en Israël il y a un an, hein, donc pas récemment, vous le comprenez bien. Quand on voit le taux de réutilisation en Israël de leurs eaux grises et quand on voit la réglementation, donc l'idée, moi, c'est pas d'embêter les industriels, hein, c'est de faire bouger la réglementation sur les eaux grises pour qu'elles puissent avoir un meilleur usage. Hein, qu'on s'entende bien dans la Oui, non, teneur de mes on est bien propos, hein, d'accord, parce voilà. que Mais je pense qu'on pourrait satisfaire tout le monde et les agriculteurs auraient un bénéfice au projet plutôt qu'ils s'opposent, hein. Quand je disais il ne faut pas opposer les filières, c'est ça que je voulais dire, hein, voilà. Après, c'est un vœu pieux, c'est les cycles de l'eau, il faut voir comment tout ça peut se combiner sans que ça fasse non plus forcément prendre du retard au projet. Mais ça fait partie des sujets qui se posent. parce que c'est clairement ça. Nous, on a de l'eau qui est biocompatible, qu'on met dans le canal, et un agriculteur, il est 200 mètres en aval, il a le droit de prélever de l'eau pour arroser, ou pas, mais ça dépend. Mais dans le canal, c'est payant. Ouais, et dans le canal, c'est payant, parce on prive la SNR de son produit électrique. Voilà. Mais c'est un sujet aussi, moi, je me rends compte qu'on n'a jamais demandé à la CNR de nous rémunérer pour l'eau qu'on lui rajoute dans son canal, nous. Voilà. Un petit détail. Mais donc il y a matière à échanger et à améliorer. Et comme le PTGE a montré aussi que les besoins en eau des agriculteurs étaient plus petits que les besoins des industriels, là, on prélève, historiquement, sur une année, on prélève 2 fois des choses et on pourrait faire mieux. Ça, c'est sûr. Voilà. Et après, pour les enjeux en termes de volume, l'idée d'Élise de réutiliser de l'eau qui provient d'un autre industriel, comme ça représente moins de 10% de la consommation actuelle, le besoin d'Élise, si on n'y arrive pas sur la plateforme, c'est qu'on ne s'est pas organisé. Voilà. Donc je suis assez confiant aussi sur cette partie de l'enjeu qui est de ne pas rajouter de prélèvement dans la nappe. Alors, pour conclure mes propos, tout à l'heure, je vous proposais effectivement de rencontrer la référente sur le campus des métiers et des qualifications. Je pense que ça serait aussi intéressant que vous puissiez contacter le président de l'association des irrigants. On a une grosse association d'irrigants, plus de 1200 membres, hein, qui sont des gens très constructifs, et je pense que ça vaut le coup de discuter avec eux et d'avoir un échange avec les irrigants. On a accueilli à leur assemblée générale la semaine dernière le président de France Irrigants avec des sujets très constructifs sur les réutilisations des différents cycles de l'eau, hein. On prend bien le point en tout cas et je pense que ça fait écho, à des sujets qui ont été abordés en introduction, notamment par Pascal, hein, sur les ressources. On a conscience nous, de ces enjeux, des conflits d'usage parfois qui existent et c'est des sujets sur lesquels, on travaille, sur l'électricité, sur, le carbone, sur l'eau et notamment avec la filière agricole. On a sur un autre projet, un de nos partenaires, qui est le groupe Avril, donc c'est des gens avec qui aussi on a l'habitude de travailler et donc des sujets auxquels on est sensible. Merci beaucoup, ça nous a permis d'avoir un échange sur une thématique à enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres points? J'en profite parce que ça a donné des idées. On est arrivé au terme des questions. Je donne la parole à Monsieur Frossard. Merci. Oui, non, juste s'il n'y a pas d'autres remarques sur les choses qui ont été présentées, nous, on aurait voulu avoir quand même votre retour
sur la concertation continue, puisque ça vous a été présenté. Il va y avoir, suite à cette concertation préalable, ce qu'on appelle une concertation continue. Donc, vous allez pouvoir continuer à être informés sur le projet. Et donc, Valérie et moi allons faire un certain nombre de propositions dans notre bilan pour ces modalités de concertation continue. Et on aurait voulu avoir voilà, un peu votre retour à chaud, parce que c'est des sujets qui n'ont pas été tellement abordés jusqu'ici, sur voilà, éventuellement les modalités, les formats que vous souhaiteriez voir sur cette concertation continue pour que vous puissiez être informés du projet, puis les thématiques aussi éventuellement sur lesquelles vous voulez être informés tout au long jusqu'à l'enquête publique. Voilà. Donc s'il y a des contributions, des remarques, des attentes, voilà, n'hésitez pas à nous les dire maintenant. Vous pouvez aussi les dire après sur le site internet jusqu'au 25 février. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent un petit peu s'exprimer sur les attentes en matière de concertation continue? Non, personne? Les élus du territoire, tout va bien, non? Elle était dure, Ok. cette question. Elle était dure, j'avoue, mais il fallait que Et je la pose, normalement, elle fallait que je était la pour tente. moi. Je suis pas mécontente que vous l'ayez prise parce que finalement, du coup, on est deux à porter l'absence de réponse. Mais effectivement, il y a d'autres moyens pour témoigner de ce que vous pouvez attendre et les idées que vous pouvez avoir. Et peut-être avez-vous entendu des gens autour de vous qui ne sont pas venus et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus méritent d'être regardées pour qu'on puisse proposer des choses qui soient adaptées. Ceci étant dit, nous pourrons continuer à discuter de ça, autour, d'un verre et d'un peu de grignotage dans quelques instants, au fond de la salle et on sera ravis de le faire. Laissez peut-être, un mot de la fin s'il le souhaite. Alors je ne veux piéger personne bien évidemment. Monsieur Neuder, peut-être, est-ce que vous souhaitez, dire un petit mot de la fin ou est-ce que votre intervention, avait pour, Moi, je salue la démarche, je félicite encore les industriels et le courage qu'ils ont de pouvoir faire ces investissements. Après, on est en mode projet, que ça soit la plateforme Osiris, les services préfectoraux, la communauté de communes qui est représentée par le maire de Salaise, le député au milieu, pour que tout ça se fasse dans la plus grande transparence, dans la plus grande concertation et avec quelque chose de très vertueux en termes de qualité d'eau, d'air. Voilà, donc tout ça est très enrichissant, hein. Merci à tous. Merci beaucoup monsieur Neuder. Je propose également, s'il le souhaite, un mot de la fin au garant. Et là, du coup, c'est là que le piège se referme, en fait, parce qu'ils n'avaient pas prévu d'en faire un. Sans pression aucune, alors très bien, au moins pour un merci avant de se quitter. Oui, eh ben, effectivement, merci à ceux qui ont pu venir à chaque atelier parce qu'il y a eu des personnes qui ont été vraiment à chacun de nos ateliers. Merci pour la personne qui nous a ouvert, fermé les portes, etc. et qui a été aussi le garant que tout se passe bien ici. Et bien sûr, merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci à tous encore une fois. À très bientôt, sans nul doute, et surtout dans quelques secondes dans la pièce d'à côté pour continuer à échanger autour d'un verre. Merci à tous, bonne soirée. Ouais, là,